Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère en compagnie d'Anna Evans, docteur vétérinaire qui pratique également la communication intuitive avec les animaux. Aujourd'hui, nous parlerons de la thérapie des animaux et nous ferons un contact de communication intuitive. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Anna Evans, bonjour, merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors nous allons parler de la thérapie des animaux et nous ferons un contact de communication intuitive. Alors quels sont les problèmes de santé rencontrés généralement chez les animaux ? Alors tout dépend de leur mode de vie et puis évidemment de leur statut. Les animaux sauvages ont des maladies qui nous concernent quand ce sont des épidémies, donc des grandes maladies qui peuvent parfois d'ailleurs atteindre la santé humaine. Et de cela, je pense que nous n'allons pas parler aujourd'hui. Par contre, pour les animaux de compagnie, nos animaux proches, ceux qui vivent avec nous le plus souvent, eh bien, il y a des maladies qui sont souvent associées à leur espèce. Et puis, il y a d'autres groupes de maladies, par exemple comme la grippe, que nous partageons avec eux. Donc c'est très très varié, c'est un très vaste monde. Je pense que les maladies qui nous concernent le plus sont les maladies d'ordre parasitaire, c'est-à-dire des maladies qui sont liées à la présence de petites bêtes à l'intérieur du corps des animaux ou parfois à l'extérieur, puisque tout le monde connaît bien sûr les puces et les tiques. Alors quels sont justement les différents moyens de traiter ces maladies ou ces parasites chez son animal de compagnie ? Il existe différentes approches thérapeutiques, là aussi, un très très grand éventail. Et naturellement, en tant que vétérinaire, je vais d'abord vous parler de ce qu'on appelle la médecine allopathique ou la médecine classique. Cette médecine qui utilise des produits chimiques dérivés de l'industrie pharmaceutique qui a pour nous élaboré des molécules ou sélectionné des molécules et les a préparées dans des comprimés, etc., ou dans des injections pour que on puisse les utiliser pour le bien-être de l'animal et pour lui redonner une bonne santé. Alors cette médecine-là, je crois que tout le monde la connaît, elle est efficace, elle est parfois la seule, vraiment efficace. Elle a aussi des limites et notamment les complications liées aux effets secondaires. Par exemple, si on utilise trop longtemps des anti-inflammatoires pour un chien rhumatisant, eh bien, on peut lui provoquer des pathologies des reins ou des inflammations de l'estomac. Un petit peu comme nous, quand nous utilisons aussi les remèdes avoisinants. Et d'ailleurs, il faut savoir ce que beaucoup de gens ne savent pas, que certains des remèdes que nous utilisons très fréquemment, comme l'aspirine, sont contre-indiqués ou parfois dangereux chez l'animal. Donc c'est important de faire appel à un vétérinaire plutôt qu'à un pharmacien, ou en tout cas à quelqu'un qui comprend qu'il existe une différence dans le fonctionnement du corps des animaux qui fait qu'ils ne vont pas utiliser le médicament, la molécule, de la même manière. Ça, bien sûr, c'est la médecine classique, connue par tous. On utilise chez les humains l'homéopathie et on obtient des résultats probants, donc je suppose qu'on l'utilise également chez l'animal. Oui, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très important pour la cause de l'homéopathie elle-même.
puisque en homéopathie, eh bien, certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un effet placebo, qu'il y a bien un effet thérapeutique réel de l'homéopathie et qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'on appelle un effet placebo, c'est-à-dire on veut y croire et donc on va mieux. Pour les animaux, l'homéopathie est utilisée en élevage, par exemple, pour les pathologies d'élevage comme les manies chroniques. Elle est utilisée bien sûr en médecine du sport. Je donne l'exemple de l'arnica pour les chevaux de course, mais elle est utilisée aussi pour les suites opératoires, par exemple pour obtenir de jolies cicatrices sur un animal de compagnie dont on souhaite finalement conserver l'élégance. Elle est utilisée aussi en médecine ou dans les pathologies aiguës. Elle n'est pas seulement utilisée dans les pathologies chroniques comme on a tendance à le croire. Oui, donc j'allais vous poser justement la question sur l'effet placebo. On parle de l'effet placebo chez les êtres humains. On a longuement décrié l'homéopathie et toutes les médecines parallèles. Et on s'aperçoit que ça fonctionne chez l'animal. Donc, comme vous disiez il y a quelques instants, c'est une réalité. Oui, je crois que c'est important de savoir que l'homéopathie est une médecine vraiment qui appartient à la catégorie des médecines expérimentales, c'est-à-dire que les remèdes qui sont dans les matières médicales, c'est-à-dire les grands répertoires qui servent de référence pour le choix d'une prescription homéopathique, ces remèdes sont le résultat d'expérimentations qui ont été faites selon la méthode que l'on appelle le double aveugle, c'est-à-dire que la personne qui a reçu le remède ne savait pas ce qu'on lui donnait et a dû décrire au médecin les modifications dans sa santé, dans son appétit, dans son psychisme, etc. Et donc, toutes ces informations ont été soigneusement notées par des centaines de médecins qui ont fait ces recherches, qui ont compilé des informations. Les matières médicales sont la compilation de ces milliers d'heures de travail patient et c'est ça qui sert de base à l'homéopathie. Ça n'est pas juste une supposition, c'est quelque chose qui vient bien d'une observation clinique. D'accord. Est-ce qu'on pratique également l'ostéopathie chez l'animal ? Absolument. On pratique l'ostéopathie dans toutes les espèces. J'ai même des collègues ou des ostéopathes qui ne sont pas vétérinaires qui soignent des serpents, des oiseaux, des poissons. Vous voyez, on peut vraiment travailler sur tout type d'espèces, des éléphants parfois. Donc la taille n'est pas forcément un obstacle si on possède la technique correspondante. Et il est tout à fait intéressant d'utiliser l'homéopathie l'ostéopathie, excusez-moi, nous sommes déjà à l'ostéopathie, pour toutes sortes de pathologies. Alors on pense bien sûr aux pathologies locomotrices, c'est-à-dire un petit peu l'équivalent des rebouteux, mais les ostéopathes sont des gens qui sont formés, qui connaissent l'anatomie et qui connaissent aussi normalement les limites de leur approche. Mais on peut aussi utiliser l'ostéopathie pour ce que l'on appelle les pathologies des tissus mous, c'est-à-dire les coliques, tout ce qui concerne les intestins, les pathologies respiratoires. Vous voyez, des choses qui n'ont rien à voir avec le système musculaire ou osseux. Et justement, comment ça fonctionne ? Alors je ne suis pas ostéopathe moi-même, il faudrait poser la question à quelqu'un de plus compétent, mais je peux déjà vous donner le grand principe. Oui. Le principe de l'ostéopathie, c'est que notre corps est comme le corps des animaux, est tenu ensemble, tous les organes sont tenus ensemble par ce que l'on appelle des fascias, c'est-à-dire des grandes poches élastiques de tissus fibreux qui contiennent un muscle, qui contiennent le foie, qui contiennent etc., etc. Et en fait, l'ostéopathie va travailler sur cette dimension du corps pour améliorer l'élasticité, pour réharmoniser les relations entre ces différents segments, ces différentes poches qui tiennent notre corps ensemble. Et on obtient des résultats, ça a été testé. Alors, ça a été testé, ça je ne sais pas. Tester, ça veut dire quelque chose d'expérimental qui est fait dans une université ou dans un laboratoire de recherche. Par contre, ça a été vraiment... il y a eu il y a tous les jours de nombreux témoignages concernant les résultats de l'ostéopathie pour un cheval qui, par exemple, n'arrivait plus à tourner, un cheval de dressage qui n'arrivait plus à tourner son encolure vers la droite. Et bien, après un soin d'ostéopathie, son mouvement va être libéré. Ou bien, ça a été aussi testé pour des situations
comme un méga-œsophage chez un chat, donc un chat qui va par exemple avoir beaucoup de mal à avaler et qui va régurgiter une partie de son repas parce que son œsophage n'a pas une forme normale, eh bien toutes ces choses-là peuvent être améliorées par l'ostéopathie. On s'en aperçoit, les propriétaires le disent, de nombreux vétérinaires adressent leurs patients à des confrères ou des consoeurs ostéopathes. Il y a d'ailleurs en France des écoles d'ostéopathie vétérinaire qui sont réputées de très bonne tenue. Quelles sont les procédures réglementaires à respecter si on veut adopter un animal de compagnie selon les lois sanitaires françaises en vigueur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une grande méconnaissance, justement. On voit de plus en plus des animaux traîner dans la rue, ne pas être vaccinés, etc., etc. Alors, quand on n'est pas propriétaire de l'animal, c'est-à-dire qu'avant de prendre la décision d'adoption, il n'y a aucune obligation que l'animal a adopté ait déjà reçu, je dirais, des vérifications sanitaires. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit sur le territoire français de prendre chez soi un chat qu'on voit errer dans la rue ou un chien dans une SPA. Et d'ailleurs, j'encourage vivement les auditeurs à réfléchir avant de prendre un nouvel animal. Est-ce que il n'aurait pas envie de rendre un chien ou un chat heureux alors qu'il est en prison dans une SPA et qu'il espère une vie de famille équilibrée et pouvoir donner du bonheur et partager du bonheur avec des êtres humains? Donc, vous savez, il y a tellement d'animaux qui sont abandonnés pour des raisons qui ne les rendent pas impropres à une adoption qu'il faut vraiment réfléchir à cet aspect parce que c'est un phénomène de masse, malheureusement. Donc, avant d'adopter l'animal, il n'y a pas d'obligation de choisir un animal qui a un statut sanitaire à partir du moment où il est sur le territoire français, j'insiste bien, parce que si on doit passer une frontière avec un animal adopté, il faut, avant de passer la frontière, dans le pays où il a été adopté, il faut aller voir un vétérinaire et le faire mettre en règle avec la législation, surtout en ce qui concerne la législation antirabique. La rage est une maladie qui est très grave, elle est mortelle chez l'être humain. Il y a encore en Europe de nos jours, en Europe occidentale, des cas de rage humaine qui aboutissent à la mort de la personne. Donc, évidemment, la rage aboutit aussi à la mort de l'animal qui est atteint. Donc ça, il ne faut vraiment pas plaisanter avec cette maladie, elle est trop grave. Ensuite, tout dépend de ce qu'on va faire avec l'animal. C'est-à-dire que si on adopte un animal et qu'on projette ensuite de le faire vivre ou de le faire séjourner dans une collectivité, de le montrer dans des expositions de beauté ou des activités de sport, etc., là, il y a des obligations qui sont différentes de celles qui sont en place quand il s'agit d'un animal qui va vivre dans notre jardin ou dans notre appartement. C'est un petit peu complexe tout ça, je ne sais pas si je dois le détailler beaucoup, je ne veux pas vous... Si, on a tout à fait compris, pas de problème. Voilà, je crois que la chose la plus importante, c'est la vaccination et le statut sanitaire au niveau de la rage. Et puis ensuite, pour ce qui concerne le risque auprès de la santé humaine, ce sont les vermifugations. D'accord, ouais. Qui ne sont pas, quand on reste à l'intérieur d'un pays, une obligation légale, mais qui sont vraiment conseillées quand on prend un animal dont on ne connaît pas l'origine. Alors, j'ai une question de Christine de Toulouse qui nous demande: est-ce que la castration est dangereuse pour l'animal et pourquoi castrer son animal de compagnie? Les animaux de compagnie sont castrés pour la simple et bonne raison que les propriétaires ne souhaitent pas avoir à gérer des portées, c'est-à-dire avoir à faire naître et à ensuite trouver des lieux d'adoption pour les petits chiots, les petits chatons. Donc c'est une question de facilité, parce que quand on prend un chat, on n'est pas forcément prêt ensuite à se retrouver avec 5 chatons qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir nourrir, pour lesquels il faut quand même assurer une qualité de vie, ou alors qu'il va falloir placer dans des endroits où on sait qu'ils seront bien heureux, bien traités. Donc cette question est vraiment au départ une question de gestion de la population. Maintenant, évidemment, les éleveurs vont avoir une politique complètement opposée, c'est-à-dire que les personnes qui font de l'élevage vont au contraire espérer que leurs animaux, qui achètent souvent des sommes importantes, vont produire des portées et vont leur permettre de gagner leur vie.
ou de rentabiliser les frais qu'ils auront investis pour acheter un animal avec des sources génétiques de qualité. Donc ensuite, quand vous me demandiez si l'animal est susceptible de souffrir ou d'avoir des effets secondaires négatifs à la suite d'une castration, eh bien, je dirais que dans un pays développé où les castrations se font dans des bonnes conditions sanitaires et qu'elles sont réalisées par des professionnels, on élimine déjà énormément de risques. On élimine tous les risques liés, bien sûr, à une intervention chirurgicale, les risques d'infection, les risques liés à l'anesthésie. En France, ces interventions se pratiquent de façon très courante, donc il n'y a pas vraiment de... les statistiques sont très très bonnes en ce qui concerne ces petites interventions de routine qui sont simples techniquement. En général, évidemment, il y a toujours des cas un petit peu plus compliqués que d'autres. Donc au niveau du risque opératoire, je dirais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Par contre, en ce qui concerne les effets secondaires d'une castration, alors là oui, il en existe et il faut les connaître. Alors je pourrais commencer peut-être par le chat, chat mâle. Une fois castré, ça sera vraiment important de choisir une alimentation qui ne va pas favoriser l'apparition de calcul urinaire. Ça, c'est une question d'espèce. Le chat est un animal qui boit peu et si on lui donne des aliments secs trop minéralisés, il va risquer ensuite au fil des années de fabriquer dans sa vessie des calculs qui auront beaucoup de mal à passer à travers les voies urinaires et qui risquent de causer des pathologies très douloureuses et très gênantes pour le chat. Donc ça, c'est ce qui concerne le chat. Évidemment, pour la chatte, la question est différente. Je dirais que il n'est pas possible de tout lister, mais il arrive qu'une chatte castrée soit aussi, comme la chienne castrée, un peu plus lourde au fil des années, donc prenne un petit peu de poids. Il peut y avoir aussi des pathologies liées à des changements hormonaux, comme des chutes de poils, qui peuvent être régulées plus ou moins bien en fonction des individus. Ce sont des pathologies assez rares, mais il faut savoir qu'elles existent. Et puis ensuite, si nous passons au chien, eh bien le chien mâle va avoir tendance à prendre du poids à la suite d'une castration, peut-être un peu plus que le chat mâle. Donc il faut aussi contrôler un petit peu l'alimentation, s'assurer qu'il a suffisamment d'exercice. Quant à la chienne castrée, il y a à peu près les mêmes problèmes que chez la chatte. Ce sont des choses qui arrivent assez peu quand l'animal est bien suivi après la stérilisation, mais il faut savoir qu'elles peuvent arriver. Alors l'opération par elle-même n'est pas dangereuse, mais je parle surtout pour les femelles. Alors l'opération est un petit peu plus délicate pour la femelle que pour le mâle, puisque bien sûr on enlève lors d'une stérilisation les organes, donc les glandes qui sont les ovaires chez la femelle et les testicules chez le mâle. Et chez la femelle, les ovaires sont à l'intérieur du ventre, alors que chez le mâle, ils sont habituellement à l'extérieur. Donc il faut faire une opération un tout petit peu plus invasive. Et si la femelle est grasse, par exemple, il peut y avoir des difficultés techniques. Si la femelle est en chaleur au moment de l'opération, il peut aussi y avoir des difficultés. Mais bon, un professionnel qui est, je dirais, habitué à ce genre de choses saura vraiment conseiller la personne qui souhaite faire stériliser un animal, et il ne devrait pas, encore une fois, y avoir de problème. Anna, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la thérapie des animaux ? Oh, tellement de choses. Je crois qu'il existe énormément d'approches thérapeutiques de nos jours qui ont toutes leur utilité. Maintenant, se développent pour les animaux de compagnie des approches thérapeutiques comme la kinésithérapie, le massage, le shiatsu. Et tout ça a une valeur. Il faut simplement bien connaître le cadre dans lequel ces médecines ou ces approches thérapeutiques peuvent être appliquées et peuvent être utiles. Et là, je crois que c'est un petit peu difficile parce que pour l'instant, ça n'est pas encore très bien répertorié, qui fait quoi, avec quelles compétences. Mais de toute façon, je pense que les choses vont devenir de plus en plus claires parce que la demande est là, parce que les propriétaires souhaitent que leurs animaux soient bien suivis et que les vétérinaires évoluent aussi dans ce sens. Et je pense que c'est très très bien parce que les animaux aussi méritent d'avoir accès à cette panoplie de ressources qui sont à notre disposition, à nous les humains.
Alors Anna, on va marquer une pause et dans quelques instants on va se retrouver avec un autre thème, la communication intuitive avec les animaux, et nous allons tenter un contact avec un chat prénommé Édouard. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour toujours en compagnie d'Anna Evans. Alors Anna Evans, nous allons parler de communication intuitive avec les animaux. Vous allez nous rappeler brièvement ce qu'est la communication intuitive pour ceux qui n'auraient pas entendu la précédente émission. Avec plaisir, Alain. Donc la communication intuitive est une approche très pratique qui permet d'entrer en relation avec un animal comme si nous pouvions parler avec lui, comme si nous pouvions dialoguer avec des mots. Nous utilisons simplement un autre langage qui est celui des perceptions, c'est-à-dire que nous allons pouvoir accéder, grâce à l'outil de la communication intuitive, à des informations visuelles, des flashs. Nous allons pouvoir recevoir des odeurs de la part de l'animal avec lequel nous communiquons, ou bien ressentir des sensations particulières dans notre corps, par exemple une lourdeur à l'estomac ou la jambe qui picote, etc. Ou même être informé par des sons ou des goûts dans la bouche. Vous voyez, toutes ces perceptions qui nous sont accessibles sont partagées avec la plupart des animaux, et c'est à travers celles-ci que nous échangeons avec l'animal. D'accord. Alors nous allons tenter de faire une communication avec un chat prénommé Édouard. Voilà, donc vous avez des photos, je suppose. Oui, je travaille parfois avec des photos, le plus souvent avec les animaux présents à mes côtés. Là, nous avons une question de distance entre nous, donc Édouard ne se trouve pas à mes côtés. Mais c'est tout à fait possible, quand l'animal est coopératif, de se baser sur sa photo pour effectuer ce travail, bien que ça soit un petit peu moins précis la plupart du temps. Donc là, on est dans une sorte de télépathie à distance. Oui, la communication intuitive peut s'effectuer effectivement à distance. Ça n'est pas une condition comme dans la télépathie. On peut très bien communiquer avec un animal qui se trouve sur ses genoux en communication intuitive. Ça n'a pas d'importance finalement. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je vais me présenter à Édouard et je vais lui expliquer que je peux parler chat. Évidemment, je ne parle pas avec des mots, je m'exprime avec des mots pour les auditeurs. Mais en réalité, entre moi et Édouard, les mots ne sont pas nécessaires. C'est une communication qui se passe en silence, qui fait partie de notre monde intérieur et des champs de conscience auxquels nous pouvons avoir accès en tant qu'être humain. Et bien sûr, en tant qu'animaux. D'accord. Donc je me présente à Édouard. Voilà, je suis donc une dame qui parle chat et je suis là pour t'écouter et pour permettre que ce que tu aurais envie d'exprimer, Édouard, puisse être entendu par des milliers de personnes. Est-ce que tu es d'accord, Édouard, de vivre cet échange avec moi? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, je me place, quand je me prépare à communiquer avec un animal, dans un champ de conscience un petit peu spécial où je fais le vide en moi et je me rends complètement disponible pour l'interlocuteur, donc pour Édouard cet après-midi. Oui. Et en même temps, je suis sans attente particulière. C'est-à-dire que si Édouard ne souhaitait pas communiquer avec moi maintenant, ou s'il était occupé à faire la sieste, par exemple, eh bien, je n'insisterai pas. Mais là, Édouard est assez intéressé. Je dirais qu'il est même un petit peu curieux de ce qui va se passer. Je ressens cette curiosité, cette espèce d'appel. Il attend la suite, il en veut plus. Alors, j'ai des questions qui ont été préparées par Jean-Baptiste, le technicien de la radio, et qui est souvent avec Édouard, justement. Donc, Jean-Baptiste demande à Édouard... est-ce qu'il est content de l'arrivée de la petite chatte Alix, comme précédemment on a posé la question à Sirius? Oui, alors,
Édouard est beaucoup plus adaptable, je dirais, que Sirius. Peut-être c'est une question d'âge. En tout cas, Édouard est assez intrigué par Alix. Il l'observe beaucoup. Et parfois, il est intéressé de jouer avec elle, mais bon, pas toujours. Ça dépend un petit peu de son humeur. Donc, il est assez content parce que ça lui donne un sujet d'observation. C'est un petit peu comme si on lui avait mis la télévision. D'accord. Voilà. Et Jean-Baptiste demande aussi pourquoi Édouard crache souvent, il fait pfff comme ça sur Alix. Parce qu'elle est trop active pour lui. Ah, c'est vrai, elle est active. Oui. Voilà, donc il y a des moments où il ne suit pas tout à fait, il ne sait pas où il veut en venir, il est un petit peu dérouté par son comportement très très entreprenant, et donc il ne sait pas comment s'y prendre pour lui demander de se calmer, alors il crache. Ça n'est pas vraiment de l'agressivité en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'est pas fâché qu'elle soit là, il est juste un peu dérouté, et je pense qu'il va s'habituer à, je dirais, à l'attitude très très remuante d'Alix. Elle est très remuante, oui, ça c'est sûr. Oui, elle est très remuante, vraiment. Ils avaient l'habitude tous les deux d'être bien tranquilles et finalement elle leur a bouleversé un petit peu leur monde. Tout à fait, tout à fait. Voilà, mais je dirais qu'Édouard s'adapte mieux que Sirius. Justement, quelles sont les relations entre Sirius et Édouard que pense justement Édouard de Sirius ? Alors je dirais que c'est une relation de bonne intelligence, c'est-à-dire qu'ils se comprennent, ils ont tous les deux leurs petites prérogatives, les choses qu'ils aiment bien, et ils sont assez complémentaires, ils n'ont pas vraiment de problème entre eux, ils ont réussi à créer un beau modus vivendi. Alors est-ce qu'il a des craintes particulières, Édouard ? Vous voulez dire des phobies, des craintes, oui, des craintes, oui, peut-être pas des phobies, mais enfin des interrogations. Oui. Alors, en ce qui concerne Alix, il a un peu peur parfois qu'elle lui saute dessus comme ça sans prévenir. Donc, c'est vrai qu'il se sent parfois un petit peu en insécurité en sa présence, mais je pense que ça fait qu'il se met un peu en retrait ou justement qu'il ne dort que d'un œil pour surveiller avec l'autre ce qu'elle va bien entreprendre encore. Bon, ensuite, en ce qui concerne sa vie en général, les choses qu'il craint, qu'il appréhende, eh bien, premièrement, c'est un chat qui ne sort pas beaucoup ou qui, s'il avait l'occasion de sortir, je pense qu'il ne le ferait peut-être pas tout de suite. C'est un chat qui est très prudent vis-à-vis du monde extérieur. De même, quand des personnes se présentent donc dans son lieu de vie, il se met au début, en tout cas, il se met en retrait. C'est un chat qui n'est pas... il est social, il n'est pas opposé, je dirais, à des rencontres, mais il est quand même toujours avec un premier mouvement de recul et de prudence. Donc ça pourrait être interprété comme de la peur, mais en fait, c'est un chat qui est plutôt prudent. Visiblement, il n'a pas peur de grand-chose. Non, c'est ça, c'est pas de la peur, c'est plutôt quelque chose qui est, je regarde, je m'assure que tout est bien en ordre, et après j'y vais. Ah oui. Je pense qu'on pourrait tirer le canon dans la maison, ça lui fera aucun effet. Ça, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il aurait besoin de quelques minutes pour considérer et pour décider s'il y a lieu de croire que c'est dangereux ou pas. Ouais. C'est pas un émotif. Non. C'est plutôt un chat réfléchi. Tout à fait, oui. Mais évidemment, quand on ne comprend pas le psychisme d'un chat, on peut se demander si cette absence de réaction est de la peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Il va pas agir d'une façon immédiate et spontanée, Édouard. Il va décider comment s'y prendre. C'est un tacticien. Oui. Comment Édouard perçoit-il son univers journalier à la maison ? Très très modifié par la présence d'Alix, quand même. Oui. Ça a chamboulé toutes leurs habitudes à tous les deux, puisqu'ils avaient quand même des emplois du temps très préétablis. On fait la sieste à tel endroit, à telle heure on va d'abord, le premier va manger, ensuite le deuxième y va, et ainsi de suite. Enfin, il y avait tout un tas de petits protocoles comme ça. Et alors avec Alix, tout ça a été balayé en 30 secondes.
Donc l'univers de la maison pour l'instant tourne autour de que fait Alix en ce moment, pourvu que je puisse finir ma sieste tranquillement. En fait c'est ça. Sinon, sinon le lieu de vie leur plaît beaucoup à tous les deux. Hein. Ils sont très attachés au lieu de vie. Ce qui est souvent le cas pour les chats, mais bon, certains parfois sont mal à l'aise dans leur lieu de vie. Là, c'est vraiment le contraire. Ils sont très très bien là où ils se trouvent. Le fait d'avoir accès à des points d'observation pour eux en hauteur est très important. Hein. Ils voient en hauteur quand ils regardent à l'extérieur. Ils sont peut-être à l'étage ou en tout cas il y a un contrebas. Et ça leur plaît énormément. Et puis surtout, je dirais qu'il y a une atmosphère dans ce lieu qui leur correspond, c'est-à-dire quelque chose qui est élégant, qui est confortable, qui est frais, qui est tranquille. Et ce sont des choses auxquelles ils sont tous les deux. Donc là, je reparle de Simba, mais Simba, aussi bien que Édouard, sont très sensibles à ça. Est-ce qu'il a été dérouté par le départ de Camille ? Pas tellement. Comme je vous le disais, ça n'est pas un chat émotif. Donc il l'a cherché et puis ensuite il a analysé que c'était plus la peine de la chercher. Donc voilà, ou de le chercher, je ne sais pas. Ou de le chercher. De le chercher. Et donc ça s'est arrêté là. C'est quelque chose qui a été entériné pour lui. A-t-il quelque chose à exprimer de particulier ? Édouard est un animal qui est très intéressé par l'esthétisme. Tout ce qui est beau ou tout ce qui dégage une belle vibration l'intéresse énormément et il utilise ces objets avec un grand intérêt. C'est-à-dire que c'est un chat qui ne s'ennuie jamais. Si c'était un être humain, on pourrait dire que ça serait un collectionneur d'art ou un être ou un antiquaire peut-être, ou peut-être pourquoi pas un égyptologue, vous voyez. Donc je fais cette comparaison pour qu'on se rende compte que certains animaux peuvent avoir des intérêts comme ça tout à fait profonds. Donc certains peuvent être passionnés par la poursuite des papillons ou par le fait de faire des trous dans un jardin, mais lui, ce sont les beaux objets et les belles vibrations qui l'intéressent. D'accord. Chaque fois que vous ramenez quelque chose dans son environnement qui possède des qualités géométriques, des qualités vibratoires, Édouard va passer beaucoup de temps à l'étudier. Et ça lui donne beaucoup de plaisir. On en sait un peu plus maintenant. Il a beaucoup de chance, ce chat, je crois, parce qu'il se trouve dans un cadre de vie qui correspond à sa personnalité. Et il ressemble beaucoup à Sirius, il a la même couleur, sauf qu'il a un peu la tête un petit peu de sphinx, un petit peu la tête plus affinée, fine, voilà, plus fine. Oui. Tout à fait. Plus allongée. Plus allongée. Alors donc, pour justement en savoir plus sur la communication intuitive et toutes vos activités, on va rappeler quand même votre site internet, les coordonnées, afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent s'y rendre et prendre contact avec toutes vos activités. Avec plaisir. Donc il s'agit de www.communicationintuitive.com. Également, il existe une page Facebook qui s'appelle Anna Evans vétérinaire et qui donne toutes sortes d'informations sur des protections d'espèces qui me touchent, des personnes qui souhaitent amener des témoignages concernant des différents enregistrements. Très bientôt, cette émission, je l'espère, sera disponible sur mon site. Bien sûr. Et puis d'autres choses sont aussi disponibles là. J'anime des groupes de recherche, je donne des conférences. Bientôt, je vais donner une conférence gratuite à Biarritz concernant le sort des baleines. Il y a vraiment une très très grande variété de choses concernant le bien-être animal et la connaissance que nous pouvons avoir que nous pouvons acquérir nous sur ce monde merveilleux qui sont accessibles par ce site. Alors vous venez de nous dire que vous veniez à Biarritz, donc dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous chez nous entre Menton et Toulouse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées? Est-ce que vous avez prévu de venir chez nous? Oui, absolument. Je vais venir à Rodez au mois d'octobre et à Manosque au mois de novembre. D'accord. Et puis bien sûr, je reviens régulièrement dans la région, plutôt, je l'avoue, à la saison moins agréable dans le nord de la France. Ça nous fera l'occasion peut-être de nous rencontrer justement. Ça serait un grand plaisir. À Manosque par exemple. Je serais très heureuse de vous inviter si vous avez le temps. Ça me ferait vraiment vraiment plaisir si vous vouliez venir. On prendra le temps. Je vais donner une conférence probablement à Manosque aussi, donc je vous le dis parce que c'est peut-être un petit peu plus facile de... Oui, Manosque ou Rodez, ça va. Que pour quelques journées, mais si vous souhaitiez venir à l'atelier, je serais très contente de vous inviter. D'accord.
Anna Evans, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir à tous. C'était la clé du mystère en compagnie d'Anna Evans sur Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.